Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Africa TV. Le Cameroun fait régulièrement face à de nombreuses coupures d'énergie. Il ne se passe un jour sans que l'on ne parle de coupures, de délestage dans l'une ou l'autre zone du pays. De nombreuses solutions ont été envisagées par des pouvoirs publics et par des entités privées avec plus ou moins des résultats divers. Et c'est pour participer mieux, pour contribuer à la résolution de ce problème que nous recevons aujourd'hui le docteur Alain-Georges Bessala qui vient de commettre un ouvrage intitulé « Sécurité d'approvisionnement et énergie renouvelable en droit camerounais, recherche sur les mécanismes de diversification du parc énergétique », publié chez l'Harmattan dans la collection Études africaines, série droit. Docteur Bessala, bonjour. Bonjour, monsieur Yamago. Première question pour entrer dans le sujet, quel est le contexte qui a motivé à la publication de cet ouvrage? Je vous remercie pour votre question. En guise de réponse à celle-ci, je dirais qu'en fait, plusieurs contextes sont évocateurs de cet ouvrage. Il y a d'abord fondamentalement un élan nationaliste, après des recherches inspirantes en droit de l'énergie à l'Université de Paris, un Panthéon-Sorbonne. J'ai pensé qu'il était, et en vertu de l'adage, la bonne charité commence par soi-même. J'ai pensé qu'il était important de consacrer une réflexion assez profonde à mon pays avant de m'intéresser ou alors de me consacrer à d'autres contextes. Ça, c'est déjà fondamentalement, premièrement, cet élan nationaliste qui m'a poussé. Ensuite, ayant regardé de plus près la question énergétique et le contexte social qui est celui des crises énergétiques aujourd'hui, j'ai pensé qu'il était de ma responsabilité historique en tant que chercheur d'essayer de me positionner dans la recherche des solutions au déficit énergétique du Cameroun, étant donné le fait que la question, comme vous l'avez tantôt souligné, dure depuis longtemps en fait. Bon. Et maintenant, au plan social aussi, pour terminer, dernier point, oui. Il était également question quand même d'essayer de rendre accessible du point de vue juridique les questions énergétiques, parce que ces questions parfois ne sont pas connues du commun des mortels, des citoyens lambda. Et j'ai également estimé que le temps était arrivé où il fallait que juridiquement, les citoyens sachent que les questions énergétiques, ce ne sont pas des questions qui relèvent soit du tabou, soit du mystique. Alors, qu'entendez-vous par sécurité d'approvisionnement? Je vous remercie pour cette question. Et quel serait l'apport des énergies renouvelables, justement? La sécurité d'approvisionnement, c'est un concept qui me façonne. À la base, la sécurité d'approvisionnement signifie simplement, elle renvoie en fait, la sécurité d'approvisionnement renvoie à un état, à une situation. Et c'est quoi cet état? C'est un état de quiétude, c'est-à-dire qu'un état de pleinement, s'il faut raisonner, s'il faut parler comme des philosophes, la sécurité d'approvisionnement signifie simplement qu'on atteint une situation où on n'a pas besoin d'énergie, où on a quelque chose de manière disponible et en quantité suffisante. C'est ça qu'on appelle la sécurité. Elle signifie finalement qu'on a cette chose et que cette chose est accessible à tout le monde. Et donc, pour répondre à votre question, la sécurité d'approvisionnement est un état de quiétude énergétique. Un état dans lequel, en fait, chaque citoyen pourrait bien évidemment jouir de son droit à l'énergie, qui est un droit fondamental. Alors, l'on a coutume de dire que le Cameroun dispose d'un potentiel énergétique énorme et suffisamment densifié. Mais finalement, où est ce potentiel? Pouvez-vous nous présenter à peu près la matrice matérielle dans laquelle se meut ce potentiel? En ce qui concerne le potentiel énergétique du Cameroun, bien évidemment, il est densifié. Il n'y a pas que le potentiel énergétique du Cameroun qui est densifié. L'Afrique regorge en général d'un potentiel énergétique suffisamment densifié. Nous savons que, et cela
peut s'expliquer pour plusieurs raisons. Il y a par exemple l'argument de l'exploitation, de la crise, l'argument industriel, qui consiste à dire qu'en fait, le retard technologique et industriel accusé par l'Afrique a fait en sorte, a conduit à la préservation des ressources naturelles. Parce que lorsqu'on parle aujourd'hui de l'énergie, il s'agit fondamentalement de quoi? Il s'agit des ressources naturelles, des richesses du sol et du sous-sol. Ce sont ces richesses qui constituent fondamentalement le potentiel énergétique. Nous avons l'eau, nous avons des chutes, nous avons, comme quelqu'un avait dit, une Afrique en miniature qui aujourd'hui garde encore, conserve encore ces richesses naturelles. Mais la question, à notre avis, ne se trouve pas à ce niveau en fait. À notre avis, la question est celle de l'exploitation. Parce que tout le monde s'accorde, toutes les littératures au monde s'accordent à expliquer que l'Afrique, certes, et c'est d'ailleurs un paradoxe, comment est-ce qu'en fait, dans un continent, dans un pays qui dispose de ressources naturelles, denses, riches, étoffées, mais que ce soit dans ce pays que l'on a le sentiment qu'au jour le jour, on vit ce qu'on appelle une crise énergétique qui prend de l'ampleur. Alors, simplement pourquoi? Parce qu'il y a à la base une question d'exploitation. Et c'est la raison pour laquelle on constate un paradoxe entre la richesse, les richesses énormes du Cameroun et le fait que on soit toujours dans les blackouts. On soit toujours dans les blackouts et que les Camerounais ne puissent pas exercer leur droit à l'énergie. Alors, potentiel mal exploité ou potentiel sous-exploité? Si vous avez lu dans la préface de cet ouvrage, le préfacier a indiqué que les questions énergétiques sont des questions très sensibles. C'est des questions qui touchent parfois à la souveraineté de l'État. Elles se situent à la lisière du politique, du juridique, de l'économique et du social. Et généralement, lorsque le juriste que je suis prend la parole, fondamentalement, je vais d'abord défendre mon chapitre qui essaie de la norme juridique. Oui. Alors, sur le plan juridique, à répondre à votre question, nous dirons qu'au lieu de dire que les ressources sont mal exploitées, on dira peut-être que les ressources sont sous-exploitées. Elles sont sous-exploitées. Et c'est la raison pour laquelle on a cette situation de crise. Cela signifie en d'autres termes que si, bien évidemment, en réfléchissant à contrario, si on avait, entre autres, davantage exploité les ressources, probablement, on aurait réduit le déficit énergétique. Sur le cadre juridique, justement, l'on observe une certaine boulimie législative qui donne l'impression que tout le monde fait tout, à tout moment et n'importe comment. Y a-t-il pas une faille à ce niveau, selon vous? La question de la boulimie. Surtout qu'il y a un vide, notamment en matière d'énergie renouvelable. Je dirais peut-être que moi, je parlerais plutôt du désert. Et un désert juridique en matière d'énergie. Si vous prenez par exemple, vous regardez les instruments juridiques qui régissent le cas des énergies renouvelables qui m'ont concerné dans cet ouvrage, vous verrez qu'en fait, il y a un vide juridique. Il y a un vide juridique. Mais vous savez qu'il y a une relation de cause et effet entre la politique juridique et la technique juridique. Et que finalement, il y a également entre la politique juridique et l'idéologie. Hein? Le vide juridique, est-ce qu'il est à dessein? C'est la question qu'on pourrait se poser. Tout à fait. Ou alors, nous devrions conclure en fait que nous, les chercheurs africains, enfin camerounais, nous n'avions pas pensé à cela. Parce que la question qui interpelle sur la boulimie dont vous parlez, la boulimie, c'est que, bon, vous parlez de boulimie, moi je parle de désert. Parce que vous savez très bien qu'aujourd'hui, lorsque vous prenez le cas des énergies renouvelables, lorsque vous enlevez la loi de 2011 qui consacre quelques dispositions, après, on a le sentiment que le législateur est toujours en train de réfléchir sur quoi faire. Et aujourd'hui, si nous devons réfléchir, il faut interpeller les pouvoirs publics sur la nécessité de normaliser
de normaliser le secteur des énergies. C'est vrai que dans d'autres sources d'énergie, peut-être le pétrole, les mines, l'électricité, on voit quand même que l'effort normatif est consistant. Mais sortir de ce cadre, lorsqu'on prend le cadre des énergies renouvelables, on voit bien qu'il y a un désert. Boulimie législative en matière énergétique, généralement, est vide ou bien désert juridique en matière d'énergie renouvelable. Et vous soulignez justement qu'il y a un pari, vous évoquez l'idée d'un pari manqué de la libéralisation du secteur énergétique au Cameroun. En quoi se manifeste ce pari manqué? Il y a eu un pari manqué de la libéralisation du secteur de l'énergie. Que signifie frontalement et fondamentalement la libéralisation? La libéralisation, selon les économistes, est une situation de concurrence qui s'oppose à une situation de monopole. Et le secteur de l'énergie, c'est plusieurs branches d'activité. Vous avez la fourniture, la production, le transport et la distribution. Et la libéralisation signifierait d'abord que il y ait plusieurs opérateurs, il y ait plusieurs acteurs sur les différents secteurs de la branche énergétique, à savoir que, par exemple, sur le transport de l'énergie, qu'on ait 10 acteurs, 10 opérateurs, comme on les appelle, que dans le secteur de la fourniture, qu'on ait une diversité d'acteurs, ainsi de suite. Et que maintenant, le consommateur puisse avoir la capacité de choisir parmi eux celui qui remporte ses convictions, soit en termes de fourniture d'énergie, soit en termes de distribution, et tout ce que vous voulez. Mais qu'est-ce que nous avons fait au Cameroun, en fait? Au Cameroun, on a amorcé la libéralisation du secteur de l'électricité. Et il y a eu un problème parce qu'on ne saurait résumer l'électricité à l'énergie. Lorsqu'on parle de l'énergie, c'est le pétrole, c'est le gaz, c'est les énergies renouvelables, tout ce que vous avez. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on a pris loi, on dit on va libéraliser le secteur de l'énergie. Et il y a donc eu ce que j'ai appelé un défaut méthodologique. Défaut méthodologique, pourquoi? Parce que aujourd'hui, le Cameroun est fortement dépendant de l'électricité. Et c'est la raison pour laquelle, dès lors qu'il y a un délestage, tous les secteurs d'activité se trouvent paralysés. Parce que de la base, au plan méthodologique, on n'a pas mis en place des options qui pouvaient promouvoir la valorisation des autres sources d'énergie. Et c'est d'ailleurs dans cette voie ligne que nous nous situons aujourd'hui. Et c'est à partir de ces défauts méthodologiques qu'aujourd'hui, on a le sentiment. Et c'est ce qui se passe. Vous avez vu, quand vous regardez la trajectoire historique et normative du secteur de l'énergie au Cameroun, elle est dominée par quoi? Par l'électricité. On me dit qu'en 60, il y avait tel nombre d'opérateurs. En 73, il y avait trois opérateurs qui sont partagés le secteur. Après, on est parti dans une logique de privatisation. Après la privatisation, on a nationalisé. Après la nationalisation, on a renationalisé. Après, on a reprivatisé. Et pire encore, on vous dit même que oui, il y a eu libéralisation, ainsi de suite, que désormais, il y a ce qu'on appelle la Sonatrel, c'est-à-dire qui s'occupe du transport de l'électricité. Mais on vous dit que les fonctions, on vous dit que, en attendant que la Sonatrel n'exerce dans ses fonctions, le concessionnaire continue à entretenir. Oui. Donc, le concessionnaire va assumer les fonctions du transporteur, du gestionnaire du réseau de transport. Et aujourd'hui, finalement, est-ce que vous avez la possibilité de décider de dire qu'aujourd'hui, je ne consomme pas Eneo? Vous parlez d'électricité chez qui? Chez personne. Parce que vous avez sur la scène camerounaise un seul opérateur qu'on appelle Eneo, qui a pris plusieurs mutations. Il s'appelait à l'époque Sonel, après il s'appelait AS Sonel, aujourd'hui il s'appelle Eneo. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez pas décider, vous ne pouvez pas dire que c'est bon, c'est terminé, je ne fais plus avec Eneo. Si vous ne faites plus avec Eneo, qu'est-ce qu'il vous restera à faire? À Lampe Tempête, par exemple, peut-être. Dans le même sens, à la page 81, les pages suivantes, vous notez qu'il y a une confusion entre les concepts de privatisation, de nationalisation même, et qu'il y a eu des ambiguïtés au niveau de la démarche du législateur. Alors, comment y remédier dans un contexte où le système juridique semble un peu hermétique et la mise en œuvre de la légistique, la mise en branle de la légistique semble souvent poser des
soulever des questionnements divers. Au Brésil, par exemple, on a inscrit les questions énergétiques dans la constitution du Brésil. Et d'ailleurs, beaucoup d'États l'ont fait. Même en France, on l'a fait, c'est-à-dire qu'on a fait de l'énergie un domaine de souveraineté de l'État. Parce qu'on sait très bien, en fait, que l'énergie est la base de tout développement. Et la première logique a consisté à attribuer, parce que j'imagine que dans l'esprit du législateur, le fait de confier le secteur de l'énergie à des opérateurs indépendants et d'origine, de nationalité étrangère, le fait de le faire, le législateur était mu par peut-être le souci de promouvoir le développement du secteur de l'énergie, plus particulièrement du secteur de l'électricité. Mais on s'est rendu compte que tous ceux qui sont venus, ils n'ont jamais rempli, n'ont jamais atteint les objectifs qui leur ont été prescrits. Les pouvoirs publics, on leur a assigné des objectifs, mais on s'est rendu compte que ces objectifs n'ont pas été assignés. C'est la raison pour laquelle on a fait ce qu'on appelait l'opération de nationalisation. Et même en nationalisation, et on a nationalisé, et quand on a nationalisé, on a encore confié à un opérateur. Mais sauf que, même jusque-là, les résultats n'ont pas été escomptés. C'est la raison pour laquelle on refait la renationalisation. Et lorsqu'on refait la renationalisation, on dit que désormais, c'est l'État du Cameroun qui va gérer son parc énergétique. Et c'est la raison pour laquelle on aura beaucoup de trucs qui seront créés. Il y en a une pléthore. Hein. Et je pense simplement le cas de la Sonatrel, qui sera le gestionnaire du réseau de transport. Et même jusque-là, on a le sentiment, qu'il y a toujours des problèmes. Alors, et simplement, pour remédier à cela, il faut repenser la question énergétique. Il faut repenser la question énergétique au Cameroun. Refonder le cadre normatif du secteur de l'énergie et revoir surtout la coopération. Parce qu'on a le sentiment qu'en fait, il y a une relation déséquilibrée entre le concessionnaire de l'État et l'État. Dans le cadre justement de la refondation du cadre normatif, quel serait le nouveau système mis en place? Le nouveau système mis en place, ce serait de nationaliser le secteur de l'énergie, de faire de l'énergie un domaine souverain, un domaine sur lequel l'État du Cameroun manifesterait sa souveraineté. Il y aura parce que l'énergie est un attribut de la souveraineté de l'État. Mais il y aura encore monopole. Non. Puis c'est une société étatique qui devra gérer. Il y aura une relation déséquilibrée entre le consommateur final et l'acteur ou bien les acteurs. Il n'y aura pas, à mon sens, il n'y aura pas un monopole. Première étape, on doit renationaliser la question. Deuxième étape, on doit ouvrir la sphère énergétique à plusieurs opérateurs et essayer de les sélectionner sur le fondement des critères objectifs. L'État récupère d'abord, fondamentalement. En France, par exemple, ce ne sont pas des firmes étrangères qui gèrent le secteur de l'énergie. Oui. En Espagne, c'est pas, en Allemagne, c'est pareil. En Espagne, ce ne sont pas des firmes étrangères. Ces domaines ont été nationalisés parce qu'on sait que, à la base, pour impulser le développement, pour être un pays émergent à l'horizon, à un certain horizon, il va falloir que l'État du Cameroun reprocède à la nationalisation de son secteur énergétique et puisse maintenant adopter, quitte à ce qu'on adopte des mécanismes rigoureux de contrôle du secteur de l'énergie. Et à côté de cet aménagement du cadre des énergies renouvelables, vous proposez la fiscalité comme instrument de développement des énergies renouvelables à travers des allègements. Bien évidemment, nous avons pensé, et pour avoir étudié pendant longtemps les questions de gestion financière de l'État, les questions de gestion budgétaire, et après avoir pendant longtemps travaillé sur les relations économiques du Cameroun, entre le Cameroun et ses partenaires internationaux, nous avons pensé, et là ce qui n'est pas faux, qu'il existe à côté des solutions exogènes, on peut avoir des solutions propres au Cameroun. Et ces solutions
passerait par la fiscalité. Et à mon sens, la fiscalité est cet instrument qui peut donner au Cameroun l'infrastructure énergétique dont elle a besoin. Mais à condition que cette fiscalité soit orientée et qu'elle soit repensée. Et c'est la raison pour laquelle nous avons parlé des allègements, mais nous n'avons pas seulement parlé des allègements, nous avons parlé de ce qu'on appelait la création des impositions énergétiques renouvelables. C'est-à-dire que nous devons instituer des impositions énergétiques renouvelables. Et dans l'ouvrage, j'ai essayé de détailler le sens. Parce que certainement, vous me poserez la question pour savoir, est-ce qu'on n'a pas l'impression qu'il y a trop d'impôts? Oui, non. Justement. Dans un pays, et dans tous les pays au monde, la fiscalité est le fer de lance. Tout dépend maintenant des fonctions qu'on lui assigne, tout dépend de l'orientation idéologique, politique, économique et stratégique qu'on assigne à la fiscalité. Et à mon sens, à côté de mettre en place des impositions, de créer des impôts sur les énergies, nous pensons aussi qu'il faut faire des allègements et surtout, c'est ce que j'ai appelé les incitations fiscales. Les incitations, bien évidemment, auraient une vertu d'attirer non seulement les investisseurs étrangers, mais également des investisseurs locaux, mais qui parfois ont souvent peur de s'engager parce qu'ils n'ont pas toujours, enfin, ils estiment toujours, ils ont toujours peur, ils n'ont pas toujours les garanties suffisantes. Et finalement, à mon sens, la fiscalité permettrait de sortir d'abord de la dépendance financière. Elle nous permettrait de sortir de l'endettement effréné. Parce que, à travers notre fiscalité, nous pouvons nous projeter, nous pouvons financer nos projets énergétiques. Et tout est dans l'ouvrage. Par exemple, une fiscalité inscrite sur 40 ans, 50 ans, nous permettrait de sortir de la dépendance énergétique. Après ces 40-50 ans, parce que la fiscalité sert à monter les infrastructures énergétiques renouvelables, on va le dire ainsi, après ces 40-50 ans, à quoi servirait-elle encore? Sera-t-elle encore pertinente ou alors on lui assignera une nouvelle fonction? La particularité de la norme juridique, c'est qu'elle est fille de son temps. Oui. La norme juridique s'inscrit dans le temps, elle s'inscrit dans un environnement bien précis. Aujourd'hui, nous parlons d'un contexte de crise énergétique. Probablement demain, on ne parlera pas de crise énergétique. Et la question que vous posez, c'est la question du sort, le sort de l'étage juridique. Dans 50 ans, si on atteint le pleinement énergétique, la fiscalité sera orientée. Surtout qu'en fait, ce sont des actes institués. De la même manière qu'on peut les instituer, on peut également les démettre. Ou alors, effectivement, revoir leurs fonctions. À côté des infrastructures énergétiques, il y a l'entretien. Et lorsqu'on parle d'entretien des infrastructures, ce n'est pas pour 10 ans. C'est pour des longues durées. Une mention à la page 74 de votre ouvrage, vous suggérez la création d'un fonds énergétique national, dont le compte sera logé à la Banque des États de l'Afrique centrale avec une surveillance des institutions internationales et du commissaire du gouvernement aux énergies renouvelables. Loger ce compte au sein de la BEAC n'est-il pas une forme d'aliénation de notre souveraineté? Loger ce compte à la BEAC est une forme, c'est un attribut de la protection de nos finances publiques. Vu qu'il y aura un commissaire qui devra rendre compte, un commissaire qui est un Camerounais, enfin, qui est de nationalité camerounaise, qui devra rendre compte de l'utilisation de cet argent au gouvernement. Il fera ce qu'on appelle, et qui devra faire des rapports sur la gestion de cet argent. Je pense que ce serait plutôt adopter la transparence dans la gestion de la manne. Pourquoi ne pas seulement créer un compte d'affectation spéciale au Cameroun et avec un commissaire qui le gérerait et rendrait compte de manière transparente, soit au Parlement, soit aux institutions du pouvoir exécutif, tout simplement? Votre proposition me semble pertinente. C'est juste que, en fait, il y a souvent un problème d'opacité au niveau de la chaîne financière de l'État. À ce moment, on a souvent le sentiment
qu'il y a des zones d'ombre. Alors, loger un compte à la BEAC avec des comptes rendus, avec une visibilité, participe à notre avis d'une exigence de transparence, d'abord des finances publiques. Ensuite, à côté de cet enjeu de transparence des finances publiques, il y a l'enjeu de la bonne gestion des ressources énergétiques qui s'inscrit en conformité de la protection et de la promotion du droit de l'homme à l'énergie. C'est sur cette question, avec cette réponse anticipée pour un projet de recherche, que nous achevons cet entretien sur ce magnifique ouvrage intitulé « Sécurité d'approvisionnement et énergie renouvelable en droit camerounais. Recherche sur les mécanismes de diversification du parc énergétique » de Alain-Georges Bessala. Merci et à très bientôt sur Africa TV. Plaisir partagé. Je vous remercie également, M. Moreau.